et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Au menu, nous allons parler de la réunion du groupe de suivi et de soutien pour la sortie des crises au Mali, le premier anniversaire de la mort de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, également les attentats de Beyrouth, des questions qui seront développées par nos invités. Adam Thiam du journal Le Républicain, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. La communauté internationale au chevet du Mali, le groupe de soutien et de suivi pour la sortie de crise s'est réuni vendredi dernier à Bamako. La rencontre s'est penchée sur un concept stratégique, nous allons en parler, mais déjà un tour de table, un mot sur cette visite du président nigérian, Goodluck Jonathan. Cette visite était donc la première d'un chef d'État depuis les événements du 22 mars 2012. Goodluck Jonathan que nous écoutons ici. Nous avons fait le déplacement afin d'échanger, de discuter avec le président de la République, avec le Premier ministre et les chefs des institutions, afin de trouver un moyen pour faire sortir le Mali de cette situation. Et je suis sûr que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe également dans mon pays avec le groupe terroriste Boko Haram. Donc c'est en conjuguant nos efforts que nous pouvons arriver à trouver une solution commune au terrorisme dans notre sous-région et sur notre continent. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution justement pour permettre à l'Afrique de pouvoir s'unir et de venir trouver une solution africaine au problème qui se pose au Mali. Voilà. Serge Daniel, un mot par rapport à cette visite de Goodluck Jonathan. On sait que le Nigeria a maté Boko Haram. Est-ce qu'il est disposé à le traquer ici, au-delà de ses frontières, jusqu'au Mali? Oui, je crois que sa visite avait deux objectifs. Il y avait un côté sécuritaire et un côté politique. Le côté sécuritaire, c'est Boko Haram. Boko Haram qui a des relations avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Boko Haram qui est présent dans le nord du Mali. Et ensuite, il y avait une autre raison. La raison est politique. Vous avez vu, quasiment, il a reçu les élus, il a reçu les chefs des institutions. Le chef de l'ex-junte s'est déplacé pour aller le voir. Donc, il avait, d'après ce qu'on a appris dans les couloirs, un message de ses pairs de la CEDEAO à adresser aux différents chefs des institutions. Et le message est plutôt « entendez-vous », parce qu'il y a quand même eu des couacs ces derniers mois, vous le savez, dans le fonctionnement de l'État. Un exemple, on parlera tout à l'heure de la réunion internationale qui s'est tenue à Bamako, mais la dernière fois, lorsque le Premier ministre s'est rendu aux États-Unis, à New York, pour remettre la demande d'intervention, la demande du Mali de demande d'aide aux pays occidentaux de venir aider le Mali à se débarrasser des djihadistes, ce qui s'est passé, c'est que Ban Ki-moon a répondu au Premier ministre, mais est-ce que vous savez que votre président a envoyé une autre lettre? Donc en fait, il y avait des cacophonies, et je crois qu'il est venu aussi pour résoudre tous ces problèmes, ou tenter de les résoudre. Mahamadou Kamara, sur l'implication du Nigeria dans la crise malienne? Je pense qu'il est important de rappeler que le Nigeria est la puissance sous-régionale, je dirais même que c'est une puissance africaine, économique, démographique, etc. Et il faut aussi rappeler que le Nigeria est co-médiateur de la crise malienne, aux côtés du Burkina. Donc moi j'ai le sentiment que cette visite du président Goodluck, qui est la première d'un chef d'État depuis le début de la crise, a pour objectif de montrer que le Nigeria soit désormais davantage s'impliquer dans la résolution de la crise et sans doute faire contrepoids à la médiation menée jusqu'ici par le Burkina, qui est fortement décriée non seulement au Mali, mais également au sein des chefs d'État de la CEDEAO. Alexis, le même point de vue. Justement, le Nigeria d'abord parce que, on sait que ce pays a pesé de tout son poids pour qu'on en arrive là. Les différents accords de la CEDEAO, le fait que la junte recule dès le départ sur ses positions, on le doit beaucoup à Goodluck qui n'a pas été beaucoup présent, mais qui a mené une diplomatie discrète. Et l'autre aspect, c'est au niveau de la symbolique. C'est vrai, ça fait plaisir de voir un chef d'État étranger depuis l'événement malheureux, on a envahi le tarmac empêchant des chefs d'État étrangers de venir. Donc,
franchement, c'était déjà quelque chose de réussi à ce niveau-là. Ok. Adam, avant Bamako, il était à Niamey. Est-ce qu'on peut dire que, puisqu'on sait qu'à un moment, le Nigeria fournissait le plus gros contingent dans ce qui était appelé ECOMOG, est-ce qu'on peut entrevoir cette visite également dans ce sens-là? Une éventuelle participation, l'envoi de militaires nigérians au Mali? Oui, je crois que sa visite, comme Serge l'a dit, avec un but sécuritaire aussi, c'est évident que le rôle du Nigeria dans l'assistance internationale, militaire internationale demandée va être un grand rôle. Mais ce qui est curieux, c'est que Jonathan Goodluck, qui est co-médiateur de la crise, comme Camara l'a dit, n'était pas au Palais des Congrès pour la réunion du groupe de suivi et de soutien. Il est resté à l'hôtel Radisson, où il a reçu tour à tour la classe politique, les anciens présidents, et puis même l'ex-chef de la junte. On nous a dit effectivement que ce qu'il a tenu est un langage de fermeté. Vous saviez que c'était un des partisans de la ligne dure contre le coup d'État. Et il a tenu apparemment un langage de fermeté. Il veut les élections le plus tôt. Et ce qui est étonnant, c'est que le jour où il était chez nous, justement pour parler de la question du Nord, il y avait une attaque de Boko Haram dans son pays. L'avenir de la médiation, on peut l'entrevoir comment? Puisque c'était mené par le Burkina Faso, le Nigeria qui entre dans la danse, et de quelle manière? Comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir de la médiation sur la crise malienne, Mahamadou Camara? Bon, moi, le sentiment que j'ai, c'est que... Est-ce que ce sont deux points de vue différents entre le Burkina, le Nigeria, désormais? Je pense qu'effectivement, les approches sont différentes. J'ai le sentiment qu'à travers cette rencontre avec les différents chefs de parti qu'a effectué le chef de l'État nigérian, il a envie de donner la parole aux Maliens. Et ce qu'on reproche justement à la médiation menée par le Burkina, c'est d'avoir pris des décisions sans concerter les forces vives, politiques comme société civile, au Mali. Deuxièmement, je dirais qu'on a senti la France impliquée davantage ces dernières semaines. Elle a pris le lead au niveau des Nations Unies pour obtenir cette première résolution, et elle est plutôt sur une ligne assez offensive. Il faut préparer la guerre. Peut-être que le Nigeria va être là pour compenser cette ligne-là, sachant que il est quand même très lié à une autre puissance mondiale qui est les États-Unis d'Amérique. Donc les liens entre ces deux pays sont très forts, et on sent très bien qu'ils sont sur la même ligne, à savoir des élections le plus vite possible, sachant que seul un pouvoir élu aura la légitimité pour résoudre de manière durable les problèmes que vit aujourd'hui le Mali. Adam Thiam, sur la question. Oui, à cette requête d'ailleurs, John Kounda Traoré a répondu dans son discours. Donc il dit qu'il reconnaît que c'est vrai que c'est un pouvoir légitime qui peut effectivement travailler dans la durée sur le Nord, mais que faire les élections dans le Nord, et c'est consacrer le statu quo, qu'il ne fait pas partie de ceux qui plaident pour cela. Maintenant, par rapport au Burkina, c'est assez intéressant. On aurait eu l'impression effectivement que Jonathan Goodluck a pu faucher l'herbe sous le pied des Burkinabés, et cette impression se consolidait dans la salle avec, par exemple, la présence d'une très forte délégation ivoirienne, conduite par le ministre d'État Daniel Kablan-Dankan, qui a tenu effectivement le discours le plus opérationnel pendant cette réunion. Moi, il faut quand même pas oublier d'où nous venons. Le Burkina, on a tenu une conférence un peu mini-nationale au Burkina. Ceux qui étaient invités qui sont partis, ceux qui n'étaient pas invités qui se sont retrouvés là-bas, c'est le Burkina qui a pris tout ça en charge. Il faut quand même être reconnaissant en disant qu'au départ, les Burkinabés nous ont aidés. Ils ont été présents là pour nous aider. De toutes les manières, toute la classe politique quasiment s'est déplacée là-bas pour aller ce qu'on appelait les forces vives de la nation. Donc je ne dirais pas que la négociation burkinabé est terminée. Je pense qu'on assiste plutôt à une coordination des médiations. On a un point commun, quasiment. La médiation burkinabé est terminée. Je termine rapidement. L'impression que moi j'ai, c'est plutôt qu'on assiste à une coordination des médiations. Le Burkina estime qu'il ne faut pas que la guerre. L'Algérie estime qu'il ne faut pas que la guerre. D'autres pays estiment qu'il ne faut pas que la guerre. Mais ce qui est important, et on va probablement en reparler par rapport à la réunion de Bamako, c'est-à-dire que je ne vois plus le Burkina être au centre d'une médiation pour sortir le Mali de la crise, parce qu'on va avoir un bureau de l'Union africaine ici, un bureau des Nations Unies. Ça va dépasser le cadre du Burkina. Mais reconnaissant que... moi, j'ai l'impression qu'on sent un essoufflement de la médiation burkinabé, ou une lassitude du fait justement de notre fait. C'est-à-dire,
il y a un rôle que les autorités de la transition devaient jouer qui ne se joue pas. C'est-à-dire on ne sent pas, on n'a pas senti... Le chronogramme n'a pas été respecté. Au niveau national. Donc, je pense que Goodluck vient comme, disons, une sorte de relance. Imprimer une nouvelle dynamique. Tout à fait. Ok, d'accord. On va évoluer dans cette émission pour parler cette fois-ci de cette réunion du groupe de soutien et de suivi pour la sortie de crise au Mali. C'est l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble des partenaires bi ou multilatéraux du Mali qui se sont retrouvés à Bamako. Un satisfecit se dégage de la rencontre, à en croire le chef de la diplomatie malienne, Tieman Hubert Koulibaly, et le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, que nous écoutons ici au micro de Abdoulaye Bari. Je pense que nous avons fait un pas vers la mise en place d'un dispositif opérationnel pour le traitement en profondeur donc de difficultés qui sont celles du Mali. On a parlé des contours du nécessaire dialogue. Et on a parlé aussi d'un concept stratégique global pour la crise. Et dans ce concept stratégique global, il y a évidemment les conditions qu'il faut réunir, les modalités qu'il faut définir pour l'utilisation de la force contre les forces terroristes, les narcotrafiquants et tous les obscurantistes qui aujourd'hui sévissent au nord du Mali. Vous avez parlé de dialogue. Est-ce qu'il faut entendre par là que l'option militaire n'est pas définitive et avec qui faut-il dialoguer réellement dans le Nord? L'option militaire est définitive en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne les extrémistes, en ce qui concerne ceux qui veulent casser le pays. Nous avons dit que ceux qui sont disposés à venir parler avec le Mali, sans évoquer l'intégrité du territoire, sans évoquer le caractère laïque républicain de l'État, sans évoquer la notion d'unité nationale, sont les bienvenus pour discuter. Il s'agit de s'entendre sur le concept d'opération. Donc avoir l'assentiment et le consensus de tous les acteurs et de tous les partenaires sur la manière d'agir. Et après cela, le travail maintenant reviendra aux planificateurs militaires de parachever les détails pour que une prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies puisse examiner l'ensemble du plan d'opération et donner maintenant son feu vert pour le déploiement de la force internationale. Je dois dire que la résolution 2071 demande au secrétaire général des Nations Unies de présenter dans les 45 jours un rapport qui lui permettra d'aller plus en avant. Et bien la réunion de Bamako a pour but de préparer ce rapport du secrétaire général des Nations Unies. Mahamadou Kamara, est-ce que c'est une victoire diplomatique pour le Mali ou tout simplement un sursaut de la communauté internationale à en finir avec ce problème malien? Je dirais que c'est une victoire pour le Mali. Ça permet au Mali de revenir dans le concert des nations. On a vu à Bamako se rencontrer toutes les organisations régionales comme internationales qui ont souci de la crise malienne. Donc c'est bien. Pendant plusieurs mois, le Mali a été paria. Donc aujourd'hui, on est revenu dans le concert des nations. Et ça a permis d'afficher une certaine unité. Ça a permis de montrer aux pays, aux puissances étrangères qu'au Mali, il y avait un certain consensus sur la manière de conduire la suite de la transition et de mener éventuellement sa guerre. Sauf que on a peut-être l'impression, et je vois Serge sourire, qu'il s'agit en fait d'un consensus de façade. On sait très bien, il a parlé des couacs qu'il y avait au niveau de l'exécutif, on sait très bien qu'il y a une opposition qui n'est pas d'accord avec le principe d'une guerre au nord, on sait bien que même parmi nos compatriotes vivant dans le nord, certains ne sont pas d'accord avec l'idée d'aller faire la guerre. Donc, bon, il y a des problèmes à régler, il y a encore des désaccords, mais c'est une première étape qui permet déjà de faire revenir la communauté internationale et peut-être de reprendre la coopération aussi bien civile que militaire. Serge, le même point de vue. Ça, c'est très important ce que dit l'ami Kamara. En fait, le Mali avait besoin de renouer avec la communauté internationale. On ne pouvait pas vivre en autarcie, le nationalisme ombrageux, on parle souvent, Adam Thiam ne tient pas la route. Mais de notre côté, la communauté internationale avait besoin de renouer avec le Mali. Parce que ce qui se passe au nord les intéresse. Et moi, ça m'a frappé. Là, ce sont des propos diplomatiques, nous, on n'est pas des diplomates. Qu'est-ce qui a été arrêté à Bamako? Ce qui a été arrêté, c'est qu'il y a une racine. La racine, c'est de dire, on va se débarrasser des terroristes. Mais ça va évoluer en Y. Il y a un côté qui va être qu'on va continuer les négociations. On va continuer avec les négociations avec les groupes qu'on estime être des groupes nationaux. Notamment, disons les choses clairement, ça va être le MNLA, en Sardine notamment, et ce qui reste du MNLA. En revanche, il va y avoir des attaques forcément ciblées
contre des groupes qu'on appelle des groupes terroristes. Maintenant, il faut mettre tout ça là en musique, ça va être compliqué, d'autant plus que depuis les 48 dernières heures, on a désormais à Tombouctou, d'après nos informations, des djihadistes, c'est-à-dire des islamistes soudanais qui sont arrivés, des pakistanais qui sont arrivés. À Gao, vous avez des Sahlaouis qui sont revenus des camps de Tindouf. Et donc, de l'autre côté, ils sont également en train de se préparer. Ok, Alex. En plus de tout ce qui est dit là, ce qui est bien pour les Maliens, c'est vrai, c'est pas la première rencontre du genre, hein, mais au moins c'est la première qui se tient chez nous. Je pense que il y a au moins une mise à niveau informationnel de l'opinion nationale, au moins l'adhésion à ce qui se passe. Parce que jusque-là, il y avait un certain discours qui tendait à diaboliser tout ce qui veut nous aider. Je pense au moins que le fait que ça se tienne chez nous, ça va uniformiser au moins la compréhension des gens par rapport à cette nécessité-là. Ok, c'est important, Adam Thiam, le fait que le Mali ne soit plus spectateur, mais acteur, hein, puisqu'il faut venir à Bamako pour parler de la crise. Auparavant, c'était Ouaga, c'était New York, c'était Paris, Abidjan. C'est important, le fait que le Mali ne soit plus spectateur, mais acteur. Oui, l'Union africaine, qui était l'instigatrice de cette réunion, avait dit effectivement qu'une des raisons de tenir cette réunion, c'était quand même de permettre l'interaction entre la communauté internationale et la partie malienne, de telle sorte qu'elle ne subisse pas, mais qu'elle puisse être une force de proposition, elle aussi. Mais on a dit que c'est une victoire diplomatique pour le Mali. Peut-être, on ne sait pas le travail qui a été fait en coulisses, mais plus que d'une victoire diplomatique pour le Mali, je pense que ce qu'on a vécu à Bamako symbolise simplement le bel élan de la communauté internationale pour le Mali. C'est-à-dire qu'on nous donne un nouveau certificat de fréquentation, mais on ne nous donne pas un chèque en blanc, parce que les débats à l'intérieur ont été houleux, et il y a effectivement des réserves. Même quand l'Union africaine a proposé la levée des sanctions, il s'est trouvé des gens pour dire pas encore, parce que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas effectif. Et puis, l'autre chose, c'est que oui, on a beau se réunir à Bamako, il faut que dans quelques jours, Ban Ki-moon reçoive le plan d'opération détaillé de l'intervention militaire. Rapidement, au niveau des sanctions, il faut savoir que la France a repris officiellement sa coopération militaire avec le Mali. La coopération civile va se reprendre de manière graduelle, comme le disait, mais il faut quand même comprendre, à mon avis, que c'était une bonne chose que les gens se soient rencontrés ici, qu'on soit disait. Ils ont insisté lors des huis clos. Les huis clos, les journalistes n'assistent pas aux huis clos, mais on sait toujours ce qui se passe lors des huis clos. Le ministre de l'administration territoriale qui a beaucoup parlé, qui a été apprécié d'après ce qu'on a appris, il a proposé en avril 2013 en disant si tout marche bien, on aurait pu peut-être envisager à organiser des élections en 2013, des élections générales. La communauté internationale a été réservée sur ce plan-là, donc je veux dire que c'est à discuter. Mais ce qu'ils ont demandé, et ça c'est très important, ils ont demandé que sur le plan national, que ce soit le président de l'ex-junte, votre ami Boli, que ce soit votre frère Boli, merci, que ce soit le président Dioncounda Traoré et que ce soit le premier ministre Dioncounda Traoré et Cheikh Modibo Diarra, que tout le monde puisse parler d'une même... Justement, Alexis, comment transformer l'essai, puisqu'il y a une unanimité, convergence de vues, un élan international, comment est-ce que le Mali peut profiter de cet élan international, de cette convergence de vues de la communauté internationale? Non, à mon avis, il aurait fallu automatiquement une reprise en main, mais... franchement, à ce niveau, moi je compte sur, mettons, la communauté internationale. C'est-à-dire, s'il y a un bureau des Nations Unies, il y a un envoyé spécial des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, je pense qu'ils vont pousser à la roue parce que on a senti beaucoup de frilosité face à la junte d'abord pas beaucoup de communication et ensuite pas beaucoup d'action ni du gouvernement ni du président de la République. On ne sent pas d'uniformisation dans les discours et dans les actes. Donc je pense que il faut encore cette présence pour obliger les gens et peut-être en entendant de voir également ce que la médiation de Goodluck aura donné, le fait d'avoir rencontré tout le monde et de d'appeler à ce que tout le monde s'implique et tout le monde parle le même langage. Mahamadou Kamara. Bon, moi je pense que la meilleure manière pour le Mali d'en profiter, c'est d'organiser ce grand dialogue national dont on parle depuis des mois et qui est devenu l'Arlésienne.
Pourquoi? Parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur le concept de cette guerre. On négocie pas, oui, on négocie avec qui? Que l'ensemble national se mette d'accord sur ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, qu'on se mette d'accord sur la manière d'organiser cette transition. Combien de temps? Quelle durée? Quand auront lieu les élections? Qui la fait durée quoi? a été fixée 1 an. Non, on a dit 1 an, il y a 6 mois, on a fait 8 mois déjà quasiment. Donc on est d'accord qu'il faut décider quand auront lieu, il faut qu'on ait une date objective pour l'organisation des élections. Ensuite, qui fait quoi dans cette transition? Qui décide? Qui est le patron? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le Président? Est-ce qu'on continue à travailler dans le cadre de l'accord cadre? Ou bien est-ce qu'on revient à un système plus constitutionnel? Enfin voilà, il y a quand même des questions importantes que les Maliens doivent décider entre eux. Donc une fois qu'ils auront décidé ça entre eux, là, à partir de là, ils pourront profiter de l'élan, et de l'appui et de l'accompagnement de la communauté internationale à travers la coopération aussi bien civile que militaire. Adam, pensez-vous, comme Ada et Mamadou Kamara, qu'il y a cette confusion autour des autorités de la transition? C'est évident. On peut avoir plus de clarté, mais il ne faut pas. Non, on peut avoir plus de clarté, mais il ne faut pas penser effectivement que le Mali ne peut être géré que par la Constitution. Nous en sommes sortis. Il ne peut pas être géré que par l'accord cadre, parce que c'est un document qui est lui-même issu d'un consensus. Donc le Mali ne peut être géré que par le consensus. L'accord cadre, consensus, c'est pas évident. Si, non, l'accord cadre tout, aurait pu être rejeté par la classe politique. Le seul responsable politique, le seul homme malien qui a signé l'accord cadre, c'est le capitaine Sadogou. L'accord cadre aurait pu être rejeté par la classe politique qui n'a pas été associée aux négociations. Mais ils l'ont accepté. Ça veut dire simplement qu'il y a la volonté d'aller. Il y a la volonté d'aller de l'avant. On va laisser Adam terminer. Il y a la volonté d'aller de l'avant. On ne peut pas gérer le Mali que par la Constitution. Si on avait géré le Mali que par la Constitution, on n'aurait pas eu de Premier ministre après la démission du gouvernement. On ne peut pas gérer le Mali que par l'accord cadre. On ne peut gérer le Mali que par consensus. Ceci dit, sur la question de l'élection, je vois Serge dit que le ministre de l'administration a fait du très beau travail. Oui, mais ce qu'on a demandé est relativement simple. C'est une feuille de route du processus électoral. Ce n'est pas normal que ce soit l'Union africaine qui ait à nous proposer de nous aider à faire cela. Nous avons un gouvernement, il doit pouvoir le faire parce que les élections font partie de la feuille de route de la transition. Mais Bamako, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que Bamako qui va transformer l'essai. Il y a aussi la communauté internationale. Et pour la première fois, les gens se sont assis, ils ont discuté de tout, y compris effectivement de ce qui nous divise ici, c'est-à-dire est-ce que c'est la négociation, est-ce que c'est la guerre, parce qu'il n'a jamais été question que de l'un ou de l'autre. Il a été question de négocier là où c'est possible et de faire la guerre quand effectivement on ne peut pas. Mais toute la question c'est il ne faut pas venir nous dire qu'il faut négocier parce que c'est des Maliens et ce n'est pas à l'Algérie de venir nous dire ça parce que les prisons algériennes sont pleines de terroristes algériens, pas d'autres nationalités. Je voudrais ajouter très rapidement, si vous me permettez, que les experts avec qui on a discuté à plus ou moins en aparté, ont quand même constaté qu'au niveau de certains responsables du gouvernement, que ça fonctionne, que des ministres connaissent leur dossier, que ça fonctionne, quoi. Voilà, ils ont plutôt apprécié que... Mais c'est dommage que ce ne soit pas le cas de l'ensemble du gouvernement. Voilà, exactement. On va passer à la Libye, le premier anniversaire de la mort de Kadhafi. Mais déjà, un mot sur la visite du président Dioncounda Traoré au Qatar. Le pays est décrié par certains médias comme étant en train de tirer les ficelles par rapport aux islamistes. Est-ce que ça peut changer quelque chose, la visite du président Dioncounda Traoré? Parce que c'est le dernier qui avait Dioncounda parmi nous. Donc, bon, avant, Adam va nous dire exactement ce que c'est, mais pour moi, c'est bon justement d'aller clarifier les positions. Si s'avérait que le Qatar soutient effectivement la rébellion, ben c'est bien d'aller les rencontrer. Quand même, c'est une coïncidence troublante. Ça intervient 2 jours après la rencontre de haut niveau à Bamako. Est-ce que certains participants lui auraient filé la proposition? C'est évident que cette rencontre se fait sous l'égide du Burkina Faso, qui a des liens très étroits avec ce pays, avec le Qatar, et dont on dit que les armes envoyées par le Qatar auraient transité
par le Burkina pour être livré aux ennemis du Mali que sont le MJAO et autres groupes terroristes. Donc moi je trouve que c'est gênant, cette visite me gêne. Je ne comprends pas que aussi bien le président que son Premier ministre, qui ne fait pas partie du voyage certes, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, n'ait pas expliqué à l'ensemble national, ne nous ait pas dit voilà les objectifs de ce voyage, voilà pourquoi nous allons dans ce pays, voilà ce que nous allons ramener. Souvent c'est la diplomatie, ça ne se déballe pas. Mais je suis désolé, vous êtes un politique, vous menez une politique, à partir du moment où vous n'expliquez pas, quand vous n'expliquez pas votre politique, il arrive des choses comme ce qui s'est passé le 21 mai. Donc soyons prudents. Il est important que quand il y a des gens dont le jeu n'est pas très clair, comme c'est le cas du Qatar, qu'on puisse être saisi de ça et que les gens nous disent pourquoi on va au Qatar. On se demande s'il n'y a pas des raisons un peu cachées. Elle vous gêne aussi cette visite, Adam Thiam, au Qatar? Non, gêné, non. Il y a que on connaît les relations entre le Qatar et le Burkina, donc ça peut être interprété comme un renforcement de l'axe Ouaga-Doha. Par Dioncounda Traoré interposé. Or, nous savons quand même la position française sur la question du Qatar au nord du Mali. Et nous savons, par exemple, que Dioncounda Traoré est assez élogieux sur François Hollande dans son approche de la question du Nord. Donc, comment concilier tout cela est la question. Mais il est évident que si le Qatar est une partie prenante de la guerre du Nord, il va falloir lui parler. Moi, je pense que ça va peut-être être une visite de clarification qui vont s'exprimer sur un certain nombre de choses. Est-ce que le Qatar, effectivement, soutient la rébellion? Quelle est la position du Qatar? Le Qatar intervient de manière, sur le plan humanitaire dans le nord du Mali. C'est vrai que certains pensent que ce n'est qu'une couverture. Les Qataris, les princes arrivaient ici pour faire la chasse à l'outarde dans le nord. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas discuter avec eux de coopération. Donc peut-être que c'est la suite logique de la réunion de Bamako, tout faire pour résoudre la crise dans le nord, parce que si effectivement le Qatar soutient des forces présentes dans le nord et qui doit avoir une intervention militaire, donc il faut voir le Qatar pour discuter de tous ces problèmes-là. Ok. Deuxième point de cette émission, déjà 1 an que l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi est décédé dans des conditions assez confuses. L'instabilité politique, la prolifération des milices sont les défis auxquels font face les nouvelles autorités libyennes. C'était il y a tout juste 1 an. Muammar Kadhafi est finalement rattrapé par les nouveaux maîtres de la Libye. Il n'y survivra pas. On l'a capturé et on l'a tué. Quelqu'un l'a tué avec un pistolet 9 mm. Qui? Muammar Kadhafi? Oui, Muammar Kadhafi. Quels qu'aient été ses crimes, Kadhafi aurait dû être considéré comme un prisonnier de guerre, mais il n'en a rien été. 1 an après, au même endroit, il reste des traces de la bataille. Mais l'histoire reste à écrire, car une douzaine au moins de ces prisonniers ont également été exécutés ici en violation de la Convention de Genève, d'après Human Rights Watch, qui a mené l'enquête. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu 48 corps ici. Mais j'en ai vu aussi au cimetière. Au total, il y en avait 65. Ils ont tous été exécutés, mais Dieu seul sait s'ils ont été abattus pendant ou après la bataille. La justice, comme bien d'autres institutions, reste à reconstruire en Libye. Et les juges ont du pain sur la planche. Attentat à la voiture piégée à Tripoli, l'ambassade américaine incendiée et l'ambassadeur tué à Benghazi. Mais cela n'empêche pas les Libyens d'espérer. Les élections législatives de cet été ont amené aux affaires un nouveau Premier ministre qui ne peut que s'en remettre à Dieu. Je prie Allah pour qu'il m'aide et me guide pour bien agir. Car il lui faudra être fort pour désarmer et faire rentrer dans le rang les différentes milices révolutionnaires et créer un État central libyen moderne et impartial. Alexis Kalambri, 1 an après l'assassinat de Kadhafi, le pays n'est pas toujours libéré. Oui, alors c'est ça la grande question. On avait l'impression, on nous a fait croire que c'est vraiment une force organisée, structurée, qui combattait Kadhafi. Si tel était le cas, il ne devrait pas avoir de problème, mais on sent que c'est vraiment des groupuscules. La question, c'est de savoir qui était derrière, qui a poussé à la Chanli en Libye. Et ce chaos persiste encore. Okay. Donc, franchement, il n'y avait pas de mouvement organisé, structuré, mais voilà. Serge. Il y a 1 an, vous me faisiez l'amitié de m'inviter ici sur le plateau. Je n'ai pas changé d'un iota. 1, je reste persuadé que c'est parce que Kadhafi dérangeait qu'il a été tué. 2,
son pétrole gênait beaucoup de gens. 3, Kadhafi n'est pas un démocrate, on le sait. 4, la révolution, ce n'est pas la démocratie. L'insurrection, ce n'est pas la démocratie. Et 1 an après, on se rend compte que les Libyens sont loin, très loin d'être sur les rails de la démocratie. Mahamadou Kamara. Oui, c'est évident qu'on n'y est pas encore, mais 1 an c'est court. Un pays qui a été sous le joug de Kadhafi pendant des décennies ne peut pas du jour au lendemain devenir une démocratie. On regarde ce qui s'est passé en Irak ou dans d'autres pays du monde où il y a eu une guerre pour justement libérer un pays. C'est pas du jour au lendemain que ça va se reconstruire et que la démocratie va se mettre en place. Simplement, il faut quand même noter les points positifs. Il y a eu des élections en Libye qui ont été gagnées par une coalition de partis qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il y a eu un changement de Premier ministre en douceur. Donc, je dirais que les choses vont dans le bon sens, mais il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, la Libye devienne une grande démocratie au Maghreb. Mais on a l'impression que l'ombre de Kadhafi plante toujours, notamment à Bani Walid, où il y a toujours des fidèles, des gens qui sont restés fidèles au guide, à l'ancien guide libyen. Oui, c'est normal. C'est un pays qui est difficile à maîtriser parce qu'il est vaste, il est désertique. Et puis, il faut rappeler, et on en subit aujourd'hui les conséquences ici au Mali, qu'il y avait un arsenal très important, des armes à profusion que se sont procurés tous ces groupes, comment on appelle ça, de mercenaires qui soutenaient Kadhafi. Donc il va falloir du temps pour les désarmer, mais bon, je dirais que globalement, on va dans le bon sens. Adam Thiam. Oui, il y a les milices de Misrata et de Zenden qui restent. Il y a Bani Walid est peut-être le dernier bastion de la résistance, mais ça n'est pas très solide. En vérité, en Libye, par exemple, il y a une victoire politique, c'est quand même l'élection. N'est-ce pas? Ça met fin à l'héritage politique de Kadhafi. Mais la Libye s'apprécie non pas seulement par rapport à l'élection, mais par rapport à ce que nous avions tous craint. On avait craint une somalisation de la Libye qui n'est pas arrivée. Ça s'apprécie par un peu aussi le devoir de mémoire de l'Afrique vis-à-vis de Kadhafi, qui était quand même un bienfaiteur du continent. Il a été oublié presque partout. Personne ne parle de lui. Et puis, il y a effectivement la duplicité des organisations de droits de l'hommistes comme Human Rights Watch, Amnesty International, qui demandent depuis 1 an une enquête sur les circonstances de la mort de Kadhafi. Et puis, personne ne sait, simplement parce que Kadhafi n'a pas été tué par le peuple libyen. Kadhafi a été tué par une coalition de l'OTAN et la Syrie prouve effectivement que l'indifférence vis-à-vis de la Syrie prouve qu'il a été tué pour son pétrole. Alexis, au-delà des milices, il y a également la menace salafiste. Après la révolution, ce sont les islamistes, les salafistes qui sont même mis en cause dans l'assassinat du diplomate américain à Benghazi. Oui, justement, c'est-à-dire quand on voit l'évolution, et ça je reste vraiment sur cette position, c'est que on ne sent pas un gouvernement central encore. C'est-à-dire il y a vraiment encore des groupuscules qui ont leur bastion, qui ont leur territoire, qui agissent comme ils veulent. C'est vrai, pour ne pas parler comme madame, là, tout ce que je peux saluer comme victoire, ou tout ce que je peux saluer depuis la chute de Kadhafi, c'est le fait que les islamistes n'aient pas remporté les élections. Mais en dehors de ça, ça reste une grande menace dans le pays. Je voulais ajouter 2 choses, moi. C'est que l'une des conséquences de la chute de Kadhafi, c'est l'aggravation de la situation dans le nord du Mali, parce que vous avez aujourd'hui des djihadistes dans le nord du Mali qui viennent de la Libye. Le deuxième constat que je voulais me permettre de faire encore, c'est que la communauté internationale, après s'être entendue pour se débarrasser de la Libye, cette communauté internationale a quasiment abandonné les Libyens. Tout à fait. Bon, mais moi, est-ce que ça c'est... Non, c'est-à-dire que s'ils étaient là pour le pétrole, ils ne peuvent pas l'avoir abandonné. Ils s'intéressent au pétrole, mais pas aux droits de l'homme. Non, en vérité, oui, c'est-à-dire c'est encore eux. C'est encore eux qui sont en Libye. Maintenant, au-delà de la Libye, il y a quand même le bilan, à mon avis, des printemps arabes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on a vu pour l'instant n'est pas très beau. C'est le désordre dans certains pays, les milices dans d'autres, et puis peut-être un djihadisme rampant dans les autres. Salafistes, mais cela ne doit pas nous amener à jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il y a des dictatures qui sont tombées. Et ça va prendre du temps pour se construire, mais je pense effectivement qu'ils sont dans le cercle vertueux.
Afrique. Troisième et dernier point de cette émission, 8 morts dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. Parmi les victimes, un officier du service des renseignements. L'opposition qui demande la démission du gouvernement pointe d'un doigt accusateur Damas. L'attentat a frappé le cœur de Beyrouth avec une violence dont les Libanais espéraient qu'elle appartenait au passé. Il était 15h heure locale, 12h en temps universel ce vendredi quand une voiture piégée a explosé dans une rue près de la grande place Sassine, quartier d'Achrafieh. L'explosion a dévasté 2 immeubles voisins, des incendies se sont déclarés. En quelques minutes, tout le quartier s'est transformé en un vaste chaos. Voitures calcinées, verres brisés, où les services de secours essayaient de parer au plus pressé. Dans ces conditions, le bilan humain s'annonce particulièrement dramatique. Les rues avoisinantes étaient alors très fréquentées. Les caméras ont pu filmer des rescapés sous le choc, des parents cherchant des proches. Nous étions en train de déjeuner quand le plafond nous est tombé dessus. On n'a pas compris ce qui nous arrivait. Nos meubles, nos murs, tout a disparu maintenant. Depuis 1975, on a l'habitude de remplacer les vitres des appartements. Mais pour ceux qui ont perdu un être cher, là, c'est un vrai malheur. Les responsables de cet attentat ne sont pas identifiés, mais le mode opératoire rappelle une série d'assassinats de personnalités perpétrés entre 2005 et 2008. Comme les victimes étaient en majorité hostiles au régime syrien, ce dernier avait été soupçonné. Ce vendredi, l'attentat a eu lieu à Achrafieh, le quartier chrétien de Beyrouth, et près d'un bureau des Phalanges, parti chrétien d'opposition hostile au gouvernement de Bachar el-Assad. En fin d'après-midi, Damas a condamné l'attentat, un acte lâche et terroriste, selon le ministre syrien de l'Information. Alexis, est-ce qu'il faut abonder dans le même sens que Saad Hariri, qui pense que Damas est responsable de cet attentat? Oui, pas Saad seulement, il y a Wali Jumlat. Il faut comprendre, le Liban a le malheur de n'avoir que frontière avec la Syrie et Israël. Premièrement. Deuxièmement, personne ne devient président au Liban sans avoir l'onction de la Syrie. Donc c'est vraiment l'arrière-cour des Syriens. Et le pays est tellement complexe et l'administration est tellement compliquée que les Syriens ont réussi à diviser le Liban de tout temps, à faire en sorte que ceux qui sont là sont ceux qu'eux ils veulent qu'ils soient là. Et en ce moment, ils ont intérêt, comme on l'a dit la dernière fois, à externaliser leur conflit, à l'internationaliser. Donc, forcément, le Liban fera les frais en premier parce que on a vu une milice qui a eu l'outrecuidance de vouloir condamner, de vouloir se porter en porte-à-faux avec le pouvoir en place. Ce n'est pas encore fini pour le Liban. Camara, est-ce qu'il faut craindre une spirale de la violence? Le scénario année 2005-2008 au Liban, est-ce qu'il faut craindre ce scénario-là? C'est possible, je pense qu'il faut tout craindre. Un pays comme le Liban qui a connu la guerre pendant des décennies et ensuite une série d'attentats est obligé de craindre de prochains attentats. Mais je dirais qu'effectivement, on se demande s'il n'y a pas un lien avec ce qui se passe actuellement en Syrie, parce que c'est peut-être une manière pour le pouvoir syrien d'enlever un petit peu l'attention de la communauté internationale qui existe aujourd'hui sur son pays et d'impliquer également les autres forces chiites qui existent dans la sous-région. Donc le pouvoir syrien est un pouvoir chiite, les chiites on les retrouve en Iran, en Irak, aujourd'hui au pouvoir, et également au Liban. Donc une manière d'exporter le conflit, de faire en sorte qu'il y ait un soutien massif de tous les chiites de la sous-région derrière le pouvoir syrien pour combattre ce qui pourrait être demain une coalition internationale pour chasser Bachar el-Assad du pouvoir. Sans oublier que l'officier qui a trouvé la mort était sunnite, tout comme le chef de l'opposition. Tout à fait, et c'est ça le problème. Je pense, comme Alexis, il a fait une très bonne remarque tout à l'heure, tous les acteurs politiques libanais ont condamné cet assassinat, ont pointé du doigt la Syrie. Mais ce n'est pas un dégât collatéral de ce qui se passe en Syrie. La Syrie, visiblement, veut transporter la crise hors de ses frontières. Et ça va devenir plus compliqué, parce que les relations avec la Turquie vont devenir plus compliquées. Quelle sera la position d'Israël? Quelle sera la position des Irakiens, etc. Je pense qu'il y a un risque, au moment où le médiateur, le représentant de l'envoyé spécial de l'ONU
en Syrie est en train d'obtenir un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour la fête de Tabaski, il y a risque d'escalade. Adam, la Syrie est-elle en train de vouloir déplacer le conflit hors de son territoire? C'est-à-dire la Syrie et le Liban sont plus ou moins le même pays, même organisation sociale, même souveraineté politique il n'y a pas longtemps. Imaginez-vous, le dernier soldat syrien a quitté le Liban en 2006. Maintenant, le mode opératoire de cet attentat rappelle d'autres qui sont attribués à Damas, notamment Rachid Hariri, qui est mort avec 22 autres personnes. La question c'est, est-ce que on assiste à une régionalisation, un embrasement de la sous-région à cause de la crise syrienne, parce qu'il n'y a pas longtemps, la Turquie est entrée dans la danse et maintenant c'est le Liban. C'est peut-être trop tôt de le dire. On voit mal, franchement, l'Iran basculer, Israël basculer dans cette affaire, parce que sinon, ce serait effectivement la Troisième Guerre mondiale, comme beaucoup l'ont craint. L'autre piste à ne pas négliger, inhérent un peu à la politique intérieure libanaise, je ne sais pas si vous vous souvenez les accords de Taïf, c'est plus en 89 je crois, avec le roi Hassan II, qui a fait que au Liban, d'abord les Libanais, ils sont 4 millions à l'intérieur et 40 millions dehors. C'est le pays où vous ne verrez jamais de conversion. Vous naissez Hezbollah, vous mourrez Hezbollah. Vous naissez chrétien, vous mourrez. C'est-à-dire, quand il vous prend l'avis de vous convertir, la communauté vous assassine. Donc, vous avez le président libanais, et d'après les accords, le président libanais est chrétien maronite. Le premier ministre est musulman et sunnite. Le président de l'Assemblée nationale est chiite. Et tu vois, tu as les Hezbollah, tu as les Druses. Donc, c'est un conglomérat qui n'a jamais été soudé, qui a accepté un minimum d'accords, qui vit sur ça, un équilibre très fragile qui peut être remis en cause par n'importe quel. Est-ce que la Syrie a reçu son coup, puisque apparemment maintenant l'opposition libanaise demande la démission du gouvernement? Est-ce que la Syrie a réussi à exporter le conflit hors de son territoire, au Liban plus précisément? Mais ça vous présumez que c'est la Syrie qui a fait l'attentat? Attention. Oui, on présume, c'est-à-dire que tous les leaders effectivement libanais accusent la Libye, la Syrie. C'est-à-dire c'est la chose la plus facile pour eux. Et je pense que si cette piste s'avérait, c'est un bon coup pour eux. Mais le revers, c'est que à la limite, enfin, quoi qu'il arrive maintenant, je pense que le Liban va s'affranchir petit à petit de la domination syrienne. Ok, on a 3 minutes pour conclure. Serge, qui voulait peut-être ajouter quelque chose? Non, je pense que le conflit en Syrie risque de devenir un conflit rapidement sous-régional. Et ça va causer réellement des problèmes et que ça va prendre des ampleurs. Et je pense, là encore une fois, que le président syrien doit quitter le pouvoir pour faciliter les choses. Il n'a pas l'air d'en prendre la voie, en tout cas. Malheureusement. Ouais. Et ça risque de réveiller, je suis d'accord avec Serge, un conflit sous-régional sur la base purement religieuse. Bachar el-Assad est en train d'essayer de réveiller l'arc chiite. Donc les chiites sont en majorité en Iran, en Irak, il y en a également au Liban. Il veut coaliser tous ces gens-là avec lui contre les autres, donc les Turcs, une partie des Irakiens, etc. Donc il y a un gros risque de déflagration au niveau sous-régional. Ok, qui pourrait se transformer en 3e guerre mondiale, comme le craignait tout à l'heure Adam Thiam. Non, c'est pas moi qui le crains. C'est pas moi qui le crains, c'est que beaucoup de gens ont dit que la 3e guerre viendrait de là. Mais dans tous les cas, ce qui se passe en Syrie n'est pas acceptable. 30 000 morts. C'est l'échec de la communauté internationale. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un soutien de la Russie ou de la Chine qui nous vaut c'est quand même ça qui d'être dans cette empêche le vote d'une situation. résolution contraignante aux Nations Unies. Les États-Unis ont fait la guerre en contournant les Nations Unies pour moins que ça. Ok. Voilà. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Nous avons parlé de la réunion du groupe de suivi et de soutien pour la sortie des crises au Mali. Nous avons également parlé du premier anniversaire de l'assassinat de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Et enfin, les attentats de Beyrouth, des questions qui ont été développées par nos invités. Adam Thiam du journal Le Républicain, Alexis Calambri du journal Les Échos,
Mahamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre numéro du débat du dimanche.